nous avons fini de décrire les fibres trachéides et leur caractère. Passons à un autre type de cellules. On va s'intéresser maintenant aux cellules de parenchyme verticale. Donc c'est un élément qui est non obligatoire, qui peut être présent ou pas. Les cellules de parenchyme verticale sont des cellules vivantes dans l'aubier. Elles ont un rôle de réserve. L'arbre va stocker de l'amidon, des huiles, des substances diverses qui vont lui permettre de reprendre sa croissance à la bonne saison. Elles ont aussi un rôle de stockage dans les déchets. Elles ont différents types d'arrangements, ces cellules de parenchyme verticale. Elles peuvent être plus ou moins abondantes. Dans cette image-là, on voit énormément de cellules de parenchyme. Elles ont une taille un petit peu plus petite que les fibres. Elles sont un petit peu plus rectangulaires dans cette section transversale et elles forment des sortes de petites chaînettes entre deux lignes de rayons. Ce parenchyme axial peut être ou non présent. Chez certaines espèces et certaines familles, il est très rare. Chez d'autres familles, il est très abondant. Il est généralement plus abondant dans le bois final. Il est repérable, je viens de vous le montrer, dans une section transversale, mais il est bien plus facile à observer dans une section tangentielle, voire radiale. Dans ce cas-là, les cellules apparaissent sous forme rectangulaire. Elles ont des parois verticales ici qui sont ponctuées et des parois horizontales qui peuvent être ponctuées ou non, épaissies ou non. Souvent, ces cellules de parenchyme verticale présentent un contenu cellulaire assez foncé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut les repérer dans certains cas. Un caractère lié à la présence de ce parenchyme vertical, c'est la caractérisation des parois transversales que vous avez ici et ici par exemple. Ces parois peuvent être lisses, elles peuvent être irrégulièrement épaissies ou au contraire elles peuvent être noduleuses ici. Alors le parenchyme vertical est absent ou extrêmement rare dans le genre Araucaria, dans les Araucariacées, dans le genre Taxus chez les Taxacées, dans le genre Pinus et la plupart des autres Pinacées. Par contre, le parenchyme vertical est très important chez les Cupressacées, les Sequoias, les Taxodium, Chamaecyparis, Juniperus, également chez le Ginkgo. On a également beaucoup d'ornementation dans cette famille, avec notamment des parois nodulaires, comme ici chez les genévriers. Un dernier élément vertical, ce sont les cellules épithéliales sécrétrices, qui sont également des cellules de parenchyme, mais qui vont assurer une fonction particulière, qui est la sécrétion de résine. La résine peut être produite par des cellules isolées dans le parenchyme, ou au contraire par des cellules qui vont être groupées en poches ou en tubes, qui vont former ce qu'on appelle des canaux résinifères. Ces canaux résinifères peuvent être axiaux, c'est-à-dire verticaux, ou radiaux, horizontaux à l'intérieur des rayons. La résine a un rôle dans la protection, la cicatrisation, en fait le recouvrement plutôt d'une blessure par suintement par-dessus la blessure et l'isolement de cette blessure. Et donc l'isolement par rapport à des micro-organismes qui pourraient attaquer le bois. Chimiquement, la résine, c'est un mélange complexe de composés secondaires terpénoïdes ou phénoliques. Souvent, on a l'habitude de confondre conifères et résineux. Il faut faire attention parce que certains conifères ne sécrètent pas de résine et n'ont pas de canaux résinifères. Et au contraire, certains feuillus, eux, peuvent sécréter de la résine. Vous avez ici deux images qui vous montrent une section transversale de tronc où on voit cette résine qui est exudée par les canaux résinifères qui ont été coupés transversalement. Donc ça, c'est un pin qui est très riche en résine.
Vous avez ici un morceau de bois vu longitudinalement où on a une poche ici remplie de résine. Donc souvent les canaux vont déboucher à l'intérieur de ces poches. Le canal, ce n'est pas un endroit où va circuler de la résine, c'est juste un endroit où la résine est stockée. Il n'y a pas de circulation de la résine, contrairement à la sève. Il ne faut pas confondre les deux. Donc les canaux résinifères peuvent être présents ou non. Ici, je vous montre une section polie, une section transversale polie d'une espèce qui présente des canaux résinifères axiaux et également radiaux. Alors axiaux, on les voit, ce sont ces gros points noirs qui apparaissent sur la coupe transversale. Et radiaux, on devine qu'à l'intérieur des rayons, on a certains rayons qui apparaissent plus foncés, c'est parce qu'il y a de la résine à l'intérieur. Sur ces deux sections longitudinales également, vous observez des canaux radiaux axiaux, qui sont mis en évidence par ces grandes lignes. Et vous avez des canaux résinifères radiaux qui apparaissent perpendiculairement. Donc c'est un caractère qui peut être visible à l'œil nu si les canaux sont assez gros et assez importants. La résine est traditionnellement récoltée chez les conifères et notamment chez le pin maritime. C'est ce qu'on appelle le gémage et il y a une longue tradition de gémage sur la côte atlantique. On récolte cette résine donc en blessant les arbres avec des outils spécifiques et la résine va s'écouler peu à peu dans des contenants, des bols qui sont placés collés à l'arbre, avec des sortes de gouttières que vous voyez ici. Les arbres qui étaient périodiquement blessés pour obtenir de la résine ont une forme très particulière liée aux multiples cicatrisations du cambium, et on appelle ça des arbres bouteilles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec de la résine? En fait, on va extraire deux principaux composants qui sont l'essence de térébenthine et la colophane. Observons maintenant un canal résinifère sur une vue au MEB. Vous observez ici ce canal. Donc un canal, c'est vraiment un trou qui est entouré de cellules de parenchyme, qui sont donc les cellules productrices de résine, qui va être déversée dans le canal. Les canaux résinifères ont des diamètres variables, qui peuvent varier entre 80 et 200 micromètres environ. Ça peut être encore plus grand, 300 micromètres par exemple pour Pinus lambertiana. Pour comparer, une fibre, c'est entre 40 et 60 micromètres. Voici également des canaux résinifères sur des coupes transversales. Donc ce sont des canaux résinifères axiaux. Il en existe deux types. Des canaux qui sont distribués un petit peu de façon homogène dans tout le bois. C'est ce qu'on appelle les canaux normaux. Ce sont des espèces qui vont présenter toujours des canaux sécréteurs. Et de l'autre côté, vous avez des canaux qui sont distribués dans des lignes tangentielles. Dans ce cas-là, ce sont des canaux qui peuvent ne pas être présents. En fait, ce sont ce qu'on appelle des canaux traumatiques. Donc si on parle d'abord des canaux axiaux normaux, ils sont très fréquents dans la famille des pinacées, notamment dans les genres Pinus, dans le genre de l'épicéa, le mélèze, chez le Douglas également. Donc ils sont distribués de façon assez homogène dans le bois. Ici, vous avez donc ces fameuses lignes tangentielles de canaux traumatiques donc qui vont être fabriquées par l'arbre quand il va subir un traumatisme. Ça peut être une gelée au début de la saison de croissance, ça peut être un insecte qui va creuser une galerie, ça peut être un arbre qui est abîmé par la chute d'un autre arbre. Il y a de multiples traumatismes qui peuvent entraîner la fabrication de ces canaux traumatiques.
Donc ces canaux traumatiques, on les rencontre chez des espèces qui ne forment pas de canaux normalement. Par exemple, les cèdres ou les sapins, Cedrus et Abies, ce sont deux genres de pinacées dans lesquels on n'a pas de canaux normaux. On va également trouver ces canaux traumatiques chez des cupressacées comme les taxodiums ou les séquoias. Donc si on parle maintenant des canaux verticaux normaux, ils sont très larges et nombreux chez les pinus. Ils sont plus petits et généralement moins nombreux chez les épicéas, les mélèzes, le Douglas. En général, ils sont communs plutôt dans le bois final ou à la limite entre le bois initial et le bois final. Un des éléments qu'on regarde quand on a affaire à un canaux, ce sont les cellules épithéliales qui peuvent avoir des parois qui sont épaisses, comme ici. Donc les cellules épithéliales, on les repère très facilement parce qu'elles ont des parois extrêmement épaisses. Ou au contraire, ici, chez un pin, vous avez des cellules épithéliales qui sont avec des parois très fines, qui sont souvent abîmées lors de la coupe, lors de la section et de la préparation de la lame, et donc qui sont difficiles à observer. Donc un caractère paroi mince, ici pour les pins, et un caractère paroi épaisse pour, par exemple, les épicéas, le mélèze et le Douglas. On revient sur les canaux verticaux traumatiques, qui sont donc présents en bande tangentielle. Ils sont en général soit présents à la fin du bois final, soit au début du bois initial. Ils ne sont donc pas régulièrement présents. Hein. Il peut y avoir une seule bande dans un échantillon de bois ou plusieurs. Par exemple, si on a affaire à une racine, dans les racines, c'est assez fréquent. Ils ont donc une nature traumatique. Ils peuvent avoir différentes causes. Ils sont plutôt assez grands, avec des cellules épithéliales à parois épaisses.